Toujours classé parmi les pays les plus heureux du monde, les Pays-Bas vous permettent de vous émerveiller devant le sanctuaire de fleurs d'Almer ou d'admirer un bulbe de tulipes si rare qu'il vaut plus qu'une maison à Amsterdam. Un quartier pour adultes a prospéré depuis le début des années 2000, avec plus de 1200 artistes prenant des quarts derrière des fenêtres illuminées. Pouvez-vous nommer cet endroit qui correspond à cette description? Avez-vous déjà rêvé de vivre sur une péniche au cœur de la ville ou de faire du vélo à travers des paysages aussi magiques que la nuit étoilée de Vincent Van Gogh? Préparez-vous à découvrir les merveilles du pays des moulins à vent, un lieu aux vues incroyables et époustouflantes, où la logique prend un siège arrière face à l'extraordinaire. Quand vous pensez aux Pays-Bas, quelles couleurs vous viennent à l'esprit? La plupart des gens diraient immédiatement rouge, blanc et bleu, les couleurs du drapeau néerlandais. Mais pour vraiment comprendre l'esprit néerlandais, vous devez explorer leur obsession profondément enracinée pour une couleur très différente. L'orange. L'histoire de cette histoire d'amour national remonte au XVIe siècle, avec un homme qui a changé à jamais l'histoire néerlandaise, Guillaume d'Orange, également connu sous le nom de Guillaume le Taciturne. Guillaume n'était pas seulement une figure historique, c'était un leader révolutionnaire qui a dirigé la rébellion néerlandaise contre la domination espagnole en l'an 1568. Au fil du temps, l'orange est devenu un symbole d'unité, de liberté et d'indépendance, rappelant aux Néerlandais leur lutte acharnée et leur triomphe ultime. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et cette passion pour l'orange est bien vivante dans la culture néerlandaise. Chaque année, le 27 avril, tout le pays se transforme en une mer vibrante d'orange pour l'une des célébrations nationales les plus spectaculaires au monde, la Journée du Roi, ou Koningsdag. Imaginez ceci. Des millions de personnes envahissent les rues de villes comme Amsterdam et Rotterdam, toutes vêtues d'orange de la tête aux pieds. Chapeau, chemise, lunettes de soleil, perruque, aucun accessoire n'est trop audacieux. Même les animaux de compagnie se joignent à la frénésie orange. La journée du roi n'est pas seulement une question de mode. Il s'agit d'unité, de joie et de célébration. Les rues sont ornées de bannières et de ballons orange, une musique entraînante emplit l'air, et les festivités incluent des concerts en plein air, des marchés aux puces animés, des défilés colorés et des jeux divertissants pour tous les âges. Et ce n'est pas tout. Cet amour pour l'orange s'étend bien au-delà de la journée du roi. Les Néerlandais manifestent leur passion sur le terrain de football également. Lorsque l'équipe nationale joue, les supporters, fièrement connus sous le nom de Orange Légion, la Légion Orange, créent un spectacle époustouflant. Imaginez des stades remplis de supporters au visage peint, agitant des drapeaux et portant des costumes orange, transformant chaque match en une vague rugissante de fierté orange. Alors, qu'en est-il de vous? Partagez-vous une fascination pour la couleur orange, tout comme les Néerlandais? Laissez un oui ou un non dans les commentaires ci-dessous, nous aimerions connaître votre avis. Avez-vous déjà imaginé vivre dans un endroit si paisible et unique que les voitures y sont totalement inutiles? Bienvenue à Giethoorn, un charmant village dans la province d'Overijssel, aux Pays-Bas. Souvent surnommée la Venise du Nord, cette destination enchanteur remplace les rues par des canaux. Giethoorn remonte au XIIIe siècle, et entrer dans ce village, c'est comme entrer dans une autre époque. Imaginez ceci, plus de 90 km de canaux d'une clarté cristalline serpentent à travers le village, bordés de maisons en bois pittoresques avec des toits de chaume qui semblent tout droit sortis des pages d'un conte de fées. Maintenant, parlons de ce qui distingue vraiment Giethoorn. Il n'y a pas de route pavée ici. C'est exact. Ce village n'a pas d'embouteillage, pas de klaxon de voiture et pas de moteur bruyant. Au lieu de cela, les gens naviguent sur les canaux à bord de bateaux à fond plat. Des embarcations qui glissent gracieusement sur l'eau, propulsées par de longues perches. Cette absence de route n'est pas seulement une bizarrerie fantaisiste, elle est profondément enracinée dans l'histoire du village. Giethoorn a été construit sur des îles de tourbe, et des canaux ont été creusés des siècles auparavant
pour transporter la tourbe. Au fil des ans, ce mode de vie basé sur l'eau est devenu la caractéristique définissante du village. Le charme intemporel de J-Tourn n'est pas passé inaperçu. Il a conquis le cœur de cinéastes et d'artistes apparaissant dans des films, des vidéos de voyage et des cartes postales. Souvent salué comme un joyau caché des Pays-Bas, ce village offre un aperçu d'un mode de vie plus lent et plus tranquille. En tant que visiteur ici, vous ne vous contenterez pas de faire du tourisme, vous entrerez dans une histoire vivante qui a des centaines d'années. Louez un bateau et essayez de naviguer sur les canaux à bord d'un traditionnel punter, ou laissez-vous simplement dériver et profiter de la sérénité. Chaque moment semble magique dans cet endroit extraordinaire. Mais avant de continuer notre voyage à travers les Pays-Bas, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà vu quelque chose de semblable à J-Tourn auparavant? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et pendant que vous êtes ici, prenez 10 secondes pour activer la cloche de notification et vous abonner à cette chaîne. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu fascinant pour vous. Si vous le faites, je veillerai à ce que cette émission continue de s'améliorer. D'accord? C'est le quartier le plus célèbre et historiquement significatif des Pays-Bas. De Wallen à Amsterdam. Connu mondialement comme le quartier des plaisirs, De Wallen fait partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO. De jour, De Wallen s'intègre parfaitement au charme historique d'Amsterdam. Mais la nuit, le quartier subit une transformation époustouflante. Les fenêtres qui bordent ces canaux s'illuminent, et des enseignes au néon rouge projettent une lueur rosée sur l'eau, créant l'atmosphère emblématique pour laquelle cette zone est connue. L'industrie du divertissement pour adultes est légale et réglementée aux Pays-Bas depuis l'an 2000. Contrairement à de nombreux endroits, ce n'est pas une activité cachée, c'est un système ouvert et structuré où les artistes travaillent en tant que professionnels indépendants. Les travailleurs doivent obtenir des licences, payer des impôts et respecter des réglementations strictes. De Wallen est un point focal de la vie nocturne d'Amsterdam depuis plus de 6 siècles. Couvrant environ 1810 mètres carrés, le quartier abrite environ 370 lieux de divertissement. Beaucoup d'entre eux fonctionnent 24 heures sur 24, avec plus de 1200 travailleurs en rotation. Une caractéristique définissante de ce quartier est ses maisons à fenêtres. Ces vitrines ressemblant à des magasins présentent des façades en verre transparent où les artistes exposent leurs services aux passants. C'est l'un des spectacles les plus uniques au monde. Ces établissements sont hautement réglementés. Les propriétaires doivent enregistrer leurs entreprises, obtenir des permis et suivre des directives légales et fiscales strictes. Les artistes doivent avoir au moins 21 ans et passer des examens de santé annuels pour se conformer aux normes néerlandaises. De nombreux artistes à De Wallen viennent de milieux divers, y compris d'Europe de l'Est, d'Afrique et d'Asie. À l'échelle nationale, il y a environ 25 000 artistes enregistrés. Les clients négocient directement avec des tarifs variant de 43 à 53 € pour une session de 15 à 20 minutes. Une fois un accord conclu, le rideau est tiré, signalant que l'artiste est occupé. Avez-vous exploré De Wallen et son histoire captivante? Que pensez-vous de ce quartier mondialement connu? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. En matière de fleurs, aucun endroit n'éclaire plus qu'Enchères de fleurs d'Almer. Cette vaste installation s'étend sur plus de 100 000 mètres carrés, soit environ la taille de 20 terrains de football. Imaginez des rangées infinies de fleurs vibrantes s'étendant à perte de vue, avec des travailleurs et des acheteurs bourdonnant comme des abeilles dans une ruche. C'est un spectacle fascinant qui a valu à Almer son surnom de sanctuaire de fleurs. Chaque jour, Almer accueille des millions de fleurs. Non seulement les emblématiques tulipes néerlandaises, mais aussi des roses, des œillets, des orchidées et des espèces exotiques provenant de lieux aussi éloignés que l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. La diversité qui s'y trouve est époustouflante. Ici à Almer, la rapidité est la clé. L'enchère commence tôt le matin et en quelques heures, tout le commerce est terminé. Au moment du déjeuner,
Les fleurs sont déjà triées, emballées et en route vers les marchés à travers l'Europe et au-delà. Cette incroyable efficacité garantit que les fleurs vendues à Almer peuvent orner les tables de repas ou les bouquets n'importe où en Europe le jour même. Ce qui distingue Almer, ce n'est pas seulement sa rapidité, mais aussi sa méthode d'enchère unique. Contrairement aux enchères classiques où les prix augmentent à mesure que les acheteurs enchérissent, Almer utilise un système inversé. Les prix commencent élevés et diminuent progressivement jusqu'à ce qu'un acheteur fasse son offre. Cela crée une atmosphère électrisante où chaque décision doit être prise en quelques secondes, mêlant stratégie et suspense à chaque transaction. Almer est plus qu'un simple marché aux fleurs, c'est un hub mondial pour l'industrie florale. La précision et le professionnalisme ici sont inégalés, garantissant que chaque fleur reste fraîche et impeccable tout au long de son voyage. Il est facile de comprendre pourquoi Almer a gagné sa place en tant que géant du commerce floral. De ses présentations éblouissantes à ses opérations ultra rapides, cette enchère est un véritable exploit d'efficacité et de beauté. On dit que si vous visitez les Pays-Bas sans voir les champs de tulipes, en particulier les jardins de Keukenhof, vous n'avez pas vraiment expérimenté ce pays. Connu comme le jardin de l'Europe, Keukenhof est niché dans la pittoresque ville de Lys. Ce jardin de fleurs, mondialement célèbre, s'étend sur une impressionnante superficie de 79 acres, ce qui en fait l'un des plus grands et des plus spectaculaires de son genre. Dans ces vastes jardins, plus de 7 millions de bulbes de tulipes fleurissent aux côtés de milliers d'autres fleurs de printemps. De la mi-mars à la mi-mai, Keukenhof ouvre ses portes aux visiteurs du monde entier, leur offrant la chance de se promener à travers des paysages à couper le souffle. Imaginez-vous flânant le long de chemins sinueux où chaque tournant révèle des tapis de tulipes, de jonquilles et d'hyacinthes. Agencés en motifs artistiques qui reflètent le génie du jardinage néerlandais. Les visiteurs décrivent souvent cela comme entrer dans un monde de rêve où la nature devient une œuvre d'art. Mais voici un fait intrigant. Les tulipes ne sont pas originaires des Pays-Bas. Elles ont été introduites en Europe depuis l'Empire ottoman au XVIe siècle. Au départ, les tulipes étaient réservées à l'élite riche, symbolisant le luxe et le prestige. Cependant, leur histoire a pris un tournant inattendu au cours du XVIIe siècle, avec un événement maintenant connu sous le nom de tulipomanie. La tulipomanie est considérée comme l'une des premières bulles économiques au monde. Pendant cette période, la valeur des bulbes de tulipes a grimpé à des hauteurs vertigineuses. À son apogée, un seul bulbe de tulipes rare valait plus qu'une maison à Amsterdam. Les commerçants et les collectionneurs se sont battus férocement pour des variétés uniques et exotiques. Le bulbe Semper Augustus, une magnifique tulipe rouge et blanche rayée, devenant le plus recherché. Mais comme toutes les bulles, celle-ci a fini par éclater, et le marché de la tulipe s'est effondré, laissant derrière lui une histoire d'avertissement dans l'histoire économique. Malgré la frénésie de la tulipomanie, les tulipes se sont profondément enracinées dans la culture néerlandaise. Elles symbolisent la créativité, la résilience et la riche histoire des Pays-Bas en matière de commerce et d'exploration. Aujourd'hui, les tulipes restent un emblème chéri de l'identité néerlandaise, et les jardins de Keukenhof se dressent comme un magnifique hommage à cet héritage durable. Au fil du temps, les péniches à Amsterdam se sont transformées d'abris temporaires en symboles emblématiques d'un mode de vie innovant et écologique. Dans cette ville pittoresque, les péniches se présentent sous une grande variété de formes et de styles. Certaines conservent un charme vintage, avec des structures en bois et des intérieurs traditionnels qui rappellent l'attrait d'une époque révolue. D'autres affichent des designs modernes et épurés, avec des murs en verre, une décoration minimaliste, et même des toits verts où les résidents peuvent faire pousser des plantes ou se détendre avec un café matinal sous le soleil. Chaque péniche est unique, certaines servant de maisons familiales confortables et d'autres offrant des espaces de vie luxueux, équipés de toutes les commodités que l'on trouve dans un appartement haut de gamme. La créativité ne s'arrête pas là. De nombreuses péniches disposent de jardins.
de terrasses sur le toit et même de ponts solaires, offrant des retraites paisibles au milieu de l'énergie vibrante de la ville. Quelle est la vie sur une péniche à Amsterdam? Étonnamment, elle est à la fois confortable et respectueuse de l'environnement. La ville a mis en place des systèmes dédiés pour l'approvisionnement en eau, l'électricité et la gestion des déchets afin de s'adapter à ces maisons flottantes. Cela garantit que les résidents profitent des mêmes commodités modernes que ceux vivant sur Terre. Pour les habitants, se réveiller au doux balancement du canal et voir des cygnes glisser devant leurs fenêtres est un luxe quotidien qui semble tout sauf ordinaire. Mais l'attrait véritable de vivre sur une péniche ne réside pas seulement dans les vues pittoresques ou dans la nouveauté de vivre sur l'eau. Il s'agit d'adopter un mode de vie où l'histoire et la modernité coexistent, et le rythme de la ville est défini non pas par le bruit du trafic, mais par le murmure apaisant de l'eau. Dans ce cadre harmonieux, Amsterdam offre un mode de vie qui allie confort, nature et une touche d'aventure, attirant à la fois les résidents et les voyageurs pour en faire l'expérience par eux-mêmes. La plupart des frontières internationales sont simples, délimitées par des clôtures ou des points de contrôle. Mais pas ici. À Baarle-Hertog et dans la ville néerlandaise voisine de Baexem, la frontière est si complexe que des croix blanches sont peintes au sol pour indiquer où un pays se termine et où l'autre commence. Cette configuration unique crée des scénarios amusants et déroutants. Imaginez dîner dans un restaurant où votre table est aux Pays-Bas, mais en glissant vers un autre siège, vous vous retrouvez soudainement en Belgique. Baarle-Hertog fait officiellement partie de la Belgique, mais elle est complètement entourée par le territoire néerlandais. Pendant ce temps, la zone néerlandaise adjacente de Blij-Nassau contient plusieurs enclaves belges à l'intérieur de ses frontières. Ce croisement d'enclaves et de contre-enclaves forme une frontière si complexe qu'elle ressemble à un échiquier, lui valant la réputation d'être l'une des frontières les plus compliquées au monde. Ce qui rend cet arrangement encore plus fascinant, c'est la manière dont la frontière serpente à travers les bâtiments, créant des maisons qui appartiennent aux deux pays. Dans certains cas, vous pourriez être assis dans votre salon aux Pays-Bas et être à un pas de votre cuisine en Belgique. Voici où cela devient encore plus intrigant. À Baarle-Hertog, la juridiction du pays est déterminée par l'emplacement de votre porte d'entrée. Si votre porte d'entrée fait face au côté néerlandais, vous suivez les lois néerlandaises. Si elle fait face au côté belge, vous êtes sous juridiction belge. Cette règle particulière a conduit à des solutions créatives. Au fil des ans, certains propriétaires ont déplacé leur porte d'entrée pour changer de juridiction, souvent pour bénéficier de lois plus favorables ou de taxes plus basses. Cette frontière unique présente également des défis inhabituels pour les entreprises. Prenez les jours fériés, par exemple. Chaque pays observe des jours fériés différents et a des réglementations distinctes concernant les heures d'ouverture des magasins. Cela signifie qu'un magasin pourrait rester ouvert un jour férié néerlandais s'il est techniquement sur le territoire belge. Et la nuit, vous pourriez voir un bar du côté néerlandais fermé, pendant qu'un bar juste de l'autre côté de la rue, du côté belge, reste ouvert, créant une atmosphère à la fois animée et surréaliste. Avez-vous déjà imaginé faire du vélo à travers une scène aussi magique que la nuit étoilée de Vincent van Gogh? Aux Pays-Bas, ce rêve devient réalité. Dans la petite ville de Juin, située dans le sud des Pays-Bas, se trouve le chemin lumineux, un hommage innovant à l'artiste légendaire. Ce chemin cyclable extraordinaire, conçu par l'artiste néerlandais Daan Rosegaard, est une œuvre inspirée par la célèbre peinture de Van Gogh. La vision de Rosegaard était de créer un espace où les gens pourraient vivre la merveille d'une nuit étoilée, tout en faisant du vélo, intégrant l'art dans la vie quotidienne. Et où mieux honorer Van Gogh que dans son pays natal. Le chemin s'étend sur 1 kilomètre et est incrusté de milliers de pierres lumineuses qui absorbent la lumière du soleil pendant la journée. La nuit, ces pierres émettent une douce lueur, recréant l'éclat enchanteur de l'œuvre céleste de Van Gogh. Les pierres lumineuses sont renforcées par des systèmes LED
qui fonctionne en harmonie avec la lumière naturelle. Pendant la journée, les pierres absorbent la lumière du soleil, et à la tombée de la nuit, elles la libèrent progressivement, illuminant le chemin d'une douce lueur surnaturelle. Ce design offre plus qu'une simple expérience esthétique, il constitue également une alternative éco-énergétique aux lampadaires traditionnels. Contrairement à l'éclairage conventionnel qui consomme de l'électricité et contribue à la pollution lumineuse, les pierres lumineuses offrent une solution écologique qui s'intègre magnifiquement dans l'environnement naturel. Cette approche innovante permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de réduire l'impact environnemental, incarnant l'engagement des Pays-Bas envers la durabilité. C'est un parfait exemple de l'engagement néerlandais à allier créativité et praticité, améliorant la vie quotidienne tout en préservant la beauté de l'environnement. Saviez-vous que les Pays-Bas ne se concentrent pas seulement sur le bien-être de ses habitants, mais montrent également un soin remarquable pour sa faune? Ce petit pays avant-gardiste est un leader mondial en matière de protection de l'environnement et de conservation de la biodiversité. L'un des exemples les plus fascinants de leurs efforts est le vaste réseau d'écoducs, des ponts et tunnels spécialement conçus pour les animaux. Contrairement aux ponts standards, ces passages supérieurs sont soigneusement construits avec des arbres, de l'herbe et de la végétation pour imiter les habitats naturels des animaux qui les utilisent. Il ne s'agit pas seulement de fournir un passage, il s'agit de créer un environnement où la faune se sent en sécurité et à l'aise. L'un des exemples les plus impressionnants est la Natuurbrug Zanderich, le plus long passage pour animaux au monde, s'étendant jusqu'à 800 mètres. Cette immense structure relie des habitats fragmentés, séparés par des voies ferrées, des autoroutes, des rivières et des zones urbaines. Elle sert de corridor vital pour des espèces comme les cerfs, les blaireaux, les renards et les sangliers, leur permettant de traverser en toute sécurité des zones fréquentées à la recherche de nourriture, de partenaires ou de nouveaux territoires. En réduisant les risques posés par les infrastructures humaines, ces écoducs aident à préserver les comportements naturels et les écosystèmes de ces animaux. L'engagement des Néerlandais envers la faune s'étend également aux plus petites créatures. Ils ont construit de minuscules tunnels sous les routes et les autoroutes pour protéger les grenouilles, les hérissons, les serpents et même les insectes. Par exemple, un projet près de Marienweert a considérablement réduit les taux de mortalité des grenouilles et des amphibiens, montrant comment même des initiatives à petite échelle peuvent avoir un grand impact. Si vous vous promenez dans une forêt néerlandaise et que vous apercevez un pont recouvert d'herbe, il se peut que ce ne soit pas un chemin humain, mais plutôt une autoroute pour la faune. Cette approche innovante met en lumière un principe fondamental néerlandais, que les humains et la nature peuvent coexister en harmonie. En construisant ces passages, les Pays-Bas s'assurent que leur infrastructure moderne fonctionne en harmonie avec leur faune, plutôt qu'en opposition. En matière de gestion de l'eau aux Pays-Bas, une structure se dresse comme un témoignage de l'ingéniosité moderne. Le Maeslantkering. Situé à l'embouchure de la rivière Nieuwe Waterweg, près de Rotterdam, ce colossal barrage anti-tempête fait partie des Delta Works, une collection de systèmes de protection considérés comme l'une des 7 merveilles d'ingénierie modernes au monde. Achevé en 1997, le Maeslantkering dispose de 2 énormes portes, chacune mesurant 210 mètres de long, l'équivalent de coucher la tour Eiffel sur le côté. Ces portes massives pèsent chacune 6800 tonnes, ce qui en fait l'une des plus grandes structures mobiles sur Terre. Mais ce qui rend le Maeslantkering vraiment extraordinaire, c'est son fonctionnement. Lorsqu'elles ne sont pas actives, les portes reposent dans des docks de chaque côté de la rivière, permettant un passage ininterrompu pour les navires naviguant dans le port animé de Rotterdam. Lorsqu'une tempête sévère est prévue ou que le niveau de la mer monte dangereusement, le Maeslantkering entre en action. L'ensemble du système se ferme en seulement 2 heures, une réponse remarquablement rapide par rapport à d'autres barrières similaires dans le monde, qui nécessitent souvent des jours de préparation.
Ce déploiement rapide est crucial, car chaque minute compte pour protéger Rotterdam et les régions environnantes, situées en dessous du niveau de la mer, contre d'éventuelles catastrophes d'inondation. Peut-être l'aspect le plus remarquable du Maaslandkering est son automatisation. Le système est géré par un réseau informatique avancé qui surveille en continu les conditions météorologiques, les niveaux de la mer et les conditions environnementales. Ce système intelligent analyse les données en temps réel, déterminant le moment exact de fermer les portes pour une protection et une efficacité maximale. Dans un pays où près d'un tiers du territoire se trouve en dessous du niveau de la mer, maîtriser la gestion de l'eau n'est pas seulement une nécessité, c'est une question de survie. Le Maaslandkering illustre comment les Néerlandais ont transformé un défi naturel en une réalisation d'ingénierie révolutionnaire. Quand vous pensez aux Pays-Bas, l'image de moulins à vent tournant gracieusement au-dessus de champs de tulipes colorées vous vient probablement à l'esprit. Mais aux Pays-Bas, les moulins à vent sont bien plus que de charmants repères. Ils représentent l'ingéniosité et la résilience du peuple néerlandais. Les moulins à vent sont apparus pour la première fois au XIIIe siècle et sont rapidement devenus essentiels à la vie néerlandaise. Ces puissantes machines exploitaient l'énergie du vent pour moudre le grain, scier le bois et presser l'huile, soutenant les industries et les communautés locales. Leur rôle le plus critique, cependant, était dans la gestion de l'eau. Avec plus de 26% du pays en dessous du niveau de la mer, contrôler l'eau était vital pour la survie. Avant l'avènement des pompes modernes, les moulins à vent jouaient un rôle crucial dans le drainage des marais et la récupération de terres fertiles, montrant le savoir-faire en ingénierie et la détermination des Néerlandais. Dans un pays façonné par sa lutte constante contre l'eau, les moulins à vent étaient des outils indispensables pour gérer le paysage. En convertissant l'énergie éolienne en énergie mécanique, ces machines transformaient les marécages en terres agricoles productives. Bien qu'ils soient gourmands en main-d'œuvre, cette approche innovante a fourni de vastes zones de sol fertiles, assurant la prospérité agricole du pays. Plus que simplement fonctionnels, les moulins à vent sont devenus des symboles de l'innovation et de la persévérance néerlandaise. Cela est magnifiquement illustré par le complexe de moulins de Kinderdijk dans le sud des Pays-Bas. Kinderdijk abrite 19 moulins à vent construits au XVIIIe siècle, conçus pour travailler ensemble à l'assèchement des terres basses. Ces structures ne sont pas seulement des merveilles d'ingénierie, mais aussi des œuvres d'art, alliant utilité et élégance. Reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, Kinderdijk attire des millions de visiteurs chaque année, offrant un aperçu du passé ingénieux des Pays-Bas. Bien que de nombreux moulins à vent servent désormais d'exposition historique, certains restent opérationnels, se tenant comme des rappels fiers de la capacité du pays à surmonter les défis environnementaux. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.